Welcome to the main session on Bonjour, bienvenue sur cette session. Kathleen Seaman, c'est moi, et moi je mène un projet IA à la GIZ. C'est moi qui sera modératrice de cette session avec Guilherme. Peut-être que vous voudrez vous présenter. Oui, Guilherme Canella, directeur à l'UNESCO en charge de la transformation numérique des politiques. C'est un plaisir d'être ici avec Kathleen et ce panel fantastique. Bien, je suis ravie d'avoir des représentants de différents secteurs, différentes régions qui vont discuter de la gouvernance de l'IA. Merci. Merci, chers panélistes, d'être là et je vais vous présenter. Alors, nous avons Melinda Claibo, directrice chez Meta des politiques de protection de la vie privée. Jovan Kourbelia, le directeur de la Diplo Foundation à Genève, mais qui est à ses origines professionnelles en Europe orientale. Jalak Kakar, bienvenue, directeur exécutif du Centre pour la gouvernance de la communication à New Delhi, en Inde. Et nous sommes ravis également d'avoir Melindy Mouchlougo à la place du ministre adjoint d'Afrique du Sud. Vous êtes directeur adjoint auprès du ministère. Je suis ravie que vous soyez là. Mondli n'a pas pu venir, malheureusement. Les activités récentes en Israël et en Iran ont eu des conséquences pour son vol et malheureusement, il n'a pas pu venir. Bien. Avant de vous laisser donner un contexte, moi j'aimerais donner une petite introduction. Que voyons-nous comme gouvernance de l'IA à l'heure actuelle et puis vous donner quelques pistes de réflexion. Le thème de cet IGF, c'est de construire une gouvernance de l'Internet ensemble. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une gouvernance de l'IA parce qu'on voit différents types de conséquences et de liens entre différents secteurs. Alors, je dirais que la gouvernance de l'IA, il y a des principes, des processus, des organes qui émergent au niveau mondial et je pense qu'on peut un peu s'y perdre peut-être étant donné tout cela. En 2019, l'OCDE a publié ses principes de l'IA, puis on a ensuite l'éthique de l'IA à l'UNESCO en 2022. En 2023, vous vous en souviendrez peut-être, des entreprises comme Alphabet, Meta et OpenAI se sont engagées à la mise en œuvre de mesures comme le filigranage de contenu. Et l'année dernière, nous avons la législation de l'Union européenne, qui est la première législation de son type à créer un cadre pour l'AI. Et puis, il y a des forums existants qui traitent de l'IA. Le processus d'Hiroshima l'année dernière, et puis l'IA pour le G20 est une priorité clé cette année. Donc nous allons en entendre plus, je crois, de votre part. Nous avons également des communications, des déclarations, par exemple la déclaration IA Afrique signée à Kigali, ou la déclaration sur l'IA responsable signé à Hambourg récemment. Et puis on a un document clé pour 193 États membres. Nous avons le pacte mondial numérique des Nations Unies en établissant un dialogue de politique sur l'IA et un panel scientifique. Donc voilà, on voit qu'il y a toute une série d'efforts. Et la gouvernance de l'Internet, c'est un paysage assez fragmenté. Il y a plusieurs possibilités. Et maintenant, chers panélistes, ma question sera donc de savoir comment vous voyez cela et quelles sont vos idées sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qui manque éventuellement? Melinda, d'abord, peut-être du secteur privé. Vous pouvez parler pendant 3 à 4 minutes pour quelques propos d'introduction. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Pour quelques mots de contexte, d'un point de vue méta,
Bon, je crois que tout le monde connaît nos produits, nos services, les réseaux sociaux et applications de messagerie. Mais dans l'espace IA, on est à deux endroits. On est en train de développer des modèles généraux. Celui qui s'appelle Llama, certains d'entre vous connaissent les applications qui en sont déduites. Nous sommes des développeurs, dans ce sens-là donc, et on se concentre sur l'open source, qui pour nous est la bonne approche pour ces IA génératrices de contenu. Et puis en plus, on se base sur de modèles existants, on a des applications issues de ces produits. Voilà, simplement pour vous donner une idée. Alors je suis ravie que vous ayez posé le contexte de cette façon-là, parce qu'il y a des cadres, des principes, des cadres de politique qui sont très nombreux depuis quelques années. Et il ne faut pas oublier donc que nous ne manquons pas de gouvernance en la matière, en fait. Mais je dois dire qu'on en est à un point intéressant quand même, parce qu'on se demande un peu tous, eh bien, et maintenant quoi? Puisqu'on a ces principes, on a ces cadres, les entreprises comme Meta, eh bien, a un cadre des frontières de l'IA, comment on évalue les risques catastrophiques pour le développement, que fait-on pour atténuer ces risques? Et puis, il y a quand même encore toute une série de questions et d'inquiétudes. Et on est à ce point pour plusieurs raisons. D'abord, on n'est pas forcément d'accord sur ce que sont ces risques. Et est-ce qu'il y en a, tout court? Et comment les quantifier? On voit différentes régions, différents pays qui veulent se concentrer plus sur les innovations, les opportunités. D'autres veulent se concentrer plus sur les risques et la sécurité. Et il y a aussi des désaccords techniques et scientifiques sur ces risques et la façon dont on peut les mesurer ou pas. Il y a aussi, d'un point de vue réglementaire, quelque chose d'intéressant. L'Union européenne a été très rapide, a voulu réglementer l'IA rapidement avec sa loi sur l'IA et ça pose des problèmes. Je crois que la plupart des décideurs sont d'accord à l'Union européenne. Peut-être qu'on a été un peu trop loin. Et on ne sait pas si vraiment c'est lié à où en est la science et comment mettre en œuvre cela maintenant. Donc ils essaient de mettre un peu sur pause, si vous voulez, pour voir comment adapter cette réglementation. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent un peu comment faire. On cherche des solutions. Comment adopter, comment mettre en œuvre l'IA? Donc je n'ai pas de réponse facile. Mais on en est à un moment de prise de pouls. On a parlé de risques. Est-ce qu'on peut parler d'opportunités? Est-ce qu'on peut parler de créer des opportunités d'innovation? Est-ce qu'on peut élargir cette discussion? De quoi parle-t-on et à qui parle-t-on? Il faut s'assurer que nous avons la bonne représentation, qu'on entend les bonnes voix, que ce soit les petites entreprises de tech ou les grandes du monde entier. Tout le monde doit être représenté pour que les discussions puissent se tenir. Merci beaucoup, Melinda. J'aimerais maintenant continuer avec vous pour avoir la perception, Mindy, du gouvernement d'Afrique du Sud. Merci, Kathleen. Merci beaucoup. Du point de vue du gouvernement d'Afrique du Sud, ce qu'on constate, c'est que l'IA, c'est une technologie à caractéristiques générales comme Internet, l'électricité, mais ça a des conséquences sur différents secteurs de notre économie. On voit aussi un pouvoir de transformation de l'IA. Donc ça doit être accompagné de responsabilités. Les systèmes ne doivent pas seulement être efficaces, il doit y avoir une certaine redevabilité, un aspect éthique et responsable. Et puis pour gouverner l'IA de façon efficace, eh bien, il faut développer un vocabulaire pour en traiter. Alors il y a certaines initiatives qui ont été mentionnées, les principes de l'OCDE par exemple, et puis il y a le Conseil consultatif au niveau des Nations Unies. Mais on doit
s'assurer qu'il y a bien des interventions de politique sectorielle aussi. Si on regarde l'IA dans les services financiers, eh bien, ce sera complètement différent d'un point de vue réglementation que dans l'agriculture. Et il faut voir les méthodes de réglementation de l'IA. Alors, certains domaines sur lesquels on se concentre en tant que gouvernement, d'un point de vue régional, c'est de s'assurer que notre approche se base sur la justice numérique, les droits humains, l'égalité économique, la durabilité d'un point de vue environnemental doivent être au centre et nous reconnaissons que les développements technologiques doivent être un bien public. Il ne faut pas renforcer les inégalités qui existent historiquement. Donc, on est en train de voir différentes propositions. Et puis, il faut aussi avoir la possibilité suffisante d'expliquer ce qu'est l'IA, surtout lorsqu'il y a un impact sur les vies humaines et sur les emplois. Si on regarde les domaines de notes en termes de crédit, de diagnostic, en termes de santé, eh bien, il faut comprendre comment les décisions sont prises. Et les systèmes de l'IA prennent ces décisions, comment les prennent-elles? Et nous voyons la nécessité d'avoir une supervision humaine des systèmes de l'IA. Alors, les humains doivent pouvoir guider les systèmes et parfois reprendre le dessus sur ces systèmes automatisés. Donc, il faut des retours humains et des seuils clairs d'intervention. Dernier point sur lequel je voulais me concentrer, une gouvernance IA mondiale. Eh bien, il y a eu des résultats inégaux jusqu'à maintenant. Sur ce qui est de la politique que nous développons, eh bien, nous essayons de voir les domaines où il y a déjà des cadres, comment les utiliser. On a le cadre de l'Union africaine. Il faut, je pense, construire des modèles basés sur la souveraineté, l'innovation, l'égalité. Et l'IA, ce n'est pas simplement un outil technologique. On ne veut pas que l'IA remplace l'humain. Nous voulons que l'IA travaille avec l'humain et que l'IA nous assiste pour les besoins de nos sociétés. Merci beaucoup. Oui, cette pertinence locale de la gouvernance de l'IA, c'est un point très important. Merci beaucoup pour cette contribution. Shalak, nous aimerions poursuivre avec vous. Vous travaillez dans le monde universitaire, mais la coopération avec la société civile est au cœur de votre travail. Peut-être que ces perspectives-là, vous pourriez en parler. Merci, Kathleen. Lorsqu'on parle de gouvernance de l'IA, eh bien, il faut regarder un petit peu le processus et les intrants. Alors, si on regarde ça d'un point de vue international, d'un point de vue national, il faut mettre cela en regard l'un de l'autre. Et comment va-t-on structurer cette gouvernance de l'IA? Je vais d'abord me concentrer sur le processus. Si nous apprenons les leçons du passé, eh bien, il est important d'avoir des contributions multipartites. Tout mécanisme de gouvernance, lorsqu'il est créé, doit avoir cet aspect parce que différentes parties prenantes à différents endroits de l'écosystème pourront mettre en avant différentes perspectives. Et on se retrouvera dans un environnement beaucoup plus équilibré. Une des choses qu'on constate de plus en plus, c'est le multilatéralisme qui augmente. Et l'IGF, c'est vraiment un forum où il convient de souligner cela. Une participation pleine de sens, pas une participation pour la forme. Il faut une participation qui aura une conséquence pour les résultats. Deuxième chose dont j'aimerais parler lorsque je parle de processus, c'est un meilleur engagement intersectoriel.
il faut que le monde académique, il faut que la société civile puisse collaborer, pas seulement du Nord global, mais également de l'hémisphère sud. La façon dont fonctionnent les choses aux États-Unis, au Japon, en Inde, si on regarde un grille-pain, par exemple, il fonctionne de la même façon, mais l'IA, eh bien, la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle aura des impacts sera différente d'un pays à l'autre. Et si on a des perspectives différentes, eh bien, ce sera particulièrement important dans ce cadre. On pourra parler de certains de ces défis qui ont empêché cela de survenir jusqu'à maintenant. Si on parle maintenant du fond de la gouvernance de l'IA, eh bien, on a la démocratisation. Ça, c'est une chose. On a vu des développements technologiques qui se sont concentrés dans certaines régions, traditionnellement. Là, on parle du SMI S plus 20. Et il faut combler la fracture numérique. Alors, avec l'ICANN, avec l'ISOC, les compétences numériques qui ont été soutenues, ça c'est une chose. Mais pour l'accès équitable à la technologie, on n'est pas encore au point. Donc dans ce contexte, je crois qu'il sera très important de voir comment, dès le départ, on améliore les possibilités qu'ont les pays de créer des écosystèmes d'IA au niveau local, afin de ne pas avoir une concentration des infrastructures et des technologies dans certaines régions. On parle de mécanismes comme des plateformes de données ouvertes, des plateformes de gestion de l'IA. Comment démocratiser aussi l'accès à ces possibilités? On va développer pour différents contextes, différentes régions, les choses de façon différente. Et puis, dernier point que j'aimerais évoquer, la réglementation, la gouvernance, ce n'est pas forcément un gros mot. Souvent, j'entends des conversations comme quoi, oui, on a parlé des risques, maintenant il faut se concentrer sur les innovations. Bien non, ça crée une fausse dichotomie, ça va main dans la main. On a fait des erreurs par le passé, à mon sens, et des mécanismes de gouvernance, on ne les a pas autorisés dès le début. Ça ne doit pas forcément être très lourd ou très compliqué. On ne comprend pas forcément les risques, donc il faut les documenter, ces risques. Il faut qu'on fasse des évaluations d'impact de l'IA. Et ça doit se faire d'un point de vue sociotechnique. Donc il faut comprendre les impacts sur les individus, sur les sociétés, parce que sinon, on va tourner en rond. On va dire, on ne connaît pas les risques, on ne connaît pas les dommages, on ne connaît pas l'impact. Donc je crois qu'il faut comprendre qu'il faut des mécanismes. Alors ces mécanismes peuvent être, par exemple, des évaluations d'impact, des audits. On va revenir à d'autres conservations, mais il y a des arguments comme quoi, eh bien, on va ralentir l'innovation si on réglemente trop. Mais est-ce qu'on pourra peut-être avoir une approche un peu plus légère pour qu'on puisse comprendre quels sont les impacts négatifs pour qu'on se retrouve pas dans une situation où on va être obligé de parer au plus pressé sans avoir les analyses dans quelques années. Parce qu'on risque dans ces cas-là un développement, une évolution où on se dira, bien oui, on n'avait pas réalisé quelles seraient les conséquences. Voilà, je m'en tiens là. Et puis, je reviendrai plus tard avec d'autres remarques. Oui, le rôle de l'IGF, on va y revenir effectivement. Et puis, comment on peut utiliser des outils collaboratifs pour explorer la gouvernance. Jovan, ensuite. Vous venez d'un contexte universitaire, mais vous avez aussi beaucoup d'expérience pratique. Vous vous appelez Maître Takumi de l'IA. Et le rôle de l'IGF, vous l'avez observé, mais peut-être que vous auriez des réflexions à nous livrer sur la gouvernance en Europe. Merci.
Kathleen, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, lorsque je me préparais à cette session, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut faire une différence. Et un point fascinant, c'est le suivant. En 3 ans, le paysage a changé. Lorsque ChatGPT a été créé, c'était une technologie magique. Ça peut vous écrire de la poésie, une thèse, que sais-je. Et puis, vous vous souvenez des réactions. Il faut réglementer, il faut contrôler, il faut interdire. Et il y a eu vraiment des réactions réflexes. Il faut quelque chose de similaire à l'agence de l'énergie atomique de Vienne. Il faudrait faire la même chose pour l'IA. Donc, les collègues, c'est un peu du réalisme magique, hein. Vous avez la magie de l'IA comme toute technologie, et c'est vrai qu'on est tous ici dans la pièce sans doute attirés vers Internet, vers l'IA pour ces raisons-là. Mais il y a aussi ce côté réalisme. L'IA est devenue une marchandise. On a entendu qu'en Chine, il y a 434 modèles. Et l'IA, ce n'est pas simplement quelque chose qui est réservé à quelques personnes dans des labos. C'est vraiment quelque chose auquel on peut avoir accès. Et ça a des impacts énormes. Un des impacts, c'est qu'on peut développer un IA. Bon, on peut développer très rapidement de nouveaux modèles, alors qu'avant, il fallait parfois plusieurs années. Ensuite, pour ce qui est du risque, eh bien, on en est maintenant à une marchandise donc auquel la plupart peuvent avoir accès et il faut voir les risques en conséquence. Maintenant, on va en être à un point où on a l'IA sur nos portables. Et la question qu'on peut se poser, c'est, eh bien, aujourd'hui, par exemple, nous allons créer lors de nos interactions des connaissances. Cette connaissance doit-elle nous appartenir à l'IGF ou à quelqu'un d'autre? Ça, c'est le deuxième point avec les API, parce qu'on pourrait codifier notre connaissance, on pourrait préserver ces connaissances individuelles, de groupes, de familles, et ça changera les discussions sur la gouvernance de l'IA. Et puis, troisième point que j'aimerais souligner, il faut qu'on change le langage de la gouvernance. Si on lit les documents de Tunis et de Genève, eh bien c'était la connaissance qui était la clé. Les données, c'était juste mentionné en passant. Mais en 20 ans, et j'espère que ce sera reflété, eh bien maintenant, il n'y a plus la connaissance. On n'a plus cela dans les documents de gouvernance. Maintenant, ce sont les données qui sont au centre, alors que l'IA, c'est la connaissance. Il ne s'agit pas que de données. Et pour moi, c'est une question de cadrage qui est intéressante. Et lors des discussions, j'espère qu'on pourra justement avoir des discussions plus concrètes. Comment protéger nos connaissances? Là, je parle particulièrement de la perspective des pays en développement, parce qu'on est dans un paysage où il peut y avoir des risques de monopolisation de l'information. On a eu des expériences au début d'Internet. Le risque, c'était peut-être que tout le monde pouvait développer des solutions numériques et finalement, tout le monde aurait pu le faire, mais seuls quelque peu ont pu le faire dans la pratique. Donc là, encore une fois, dans les solutions de gouvernance, il va falloir en discuter, je crois. Merci beaucoup, Jovan. Et merci pour ces références à l'histoire d'Internet. C'est toujours intéressant d'avoir cette expertise ici. Merci beaucoup à tous de nous avoir posé un peu le contexte, les possibilités qui existent pour des synergies. Et puis des questions qui seront peut-être un peu en conflit. Et nous, en modérateur, il va falloir justement qu'on combine tout cela. Alors maintenant, essayons peut-être d'avoir des discussions quelque peu plus ouvertes. Alors nous avons des questions pour vous, mais nous espérons que
justement, vous pourrez faire des références croisées à vos différentes contributions et que vous pourrez répondre peut-être en question. Alors, on commence, Mlindi, par vous. Vous avez déjà parlé de la pertinence de l'IA d'un point de vue local et comment ça peut être intégré dans les processus mondiaux. L'Afrique du Sud a la présidence du G20 à l'heure actuelle. Alors comment allez-vous vous assurer, dans le cadre de vos fonctions, que cette pertinence locale de l'IA pourra être nourrie, incluse dans le dialogue au niveau mondial? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il est important de savoir que l'IA, c'est une priorité pour la présidence du G20. Nous l'avons mis comme priorité de la présidence parce qu'il est important de savoir comment on gouvernera l'IA et de voir aussi comment est-ce que on pourra avoir des sociétés plus équitables, inclusives à l'avenir. Et pour nous, la gouvernance doit s'ancrer dans 2 piliers, la micro-précision et la micro-prévision. Donc pour la micro-prévision, il faut regarder les choses à long terme, reconnaître l'impact de l'IA sur les sociétés à très long terme, en tout cas du point de vue économique. Et pour notre agenda du G20, nous sommes en train de encourager au développement d'une boîte à outils pour réduire les inégalités liées à l'utilisation de l'IA. Il s'agit de trouver de quelle façon systématique l'IA peut amplifier les inégalités et y remédier. Et ce que nous voyons aussi pour ces prévisions, c'est qu'il faut un réalisme géopolitique. L'IA ne peut pas être dominée par une poignée de pays ou le secteur privé. Il doit s'agir d'un objet multilatéral, multipartite, et voilà pourquoi nous étendons la participation à l'ensemble du continent, à l'ensemble du Sud et à des communautés sous-représentées pour ce qui est de l'accès à l'IA. Et dans le cadre aussi du dialogue de la gouvernance de Sendai. Et pour ce qui est de la micro-vision, la micro-précision, eh bien, il faut regarder comment plus précisément l'IA va agir, parce qu'il n'y a pas de taille unique pour l'IA. Là, il s'agit de regarder le contexte pour nos régulateurs, nos législateurs, regarder quelles politiques, quels outils, quelles législations peuvent répondre aux risques et à l'inverse aux bénéfices de l'IA. Il nous faudra aussi du renforcement des capacités, renforcer les talents au niveau local. Et je suis convaincue qu'il faudra aussi des mécanismes de surveillance éthique parce que tous les secteurs sont concernés par rapport à l'IA, qu'il s'agisse des zones rurales ou des villes. Et dans notre présidence, nous cherchons aussi à combler les fossés de la gouvernance dans les cadres régionaux. Donc nous nous alignons sur la stratégie de l'IA de l'Union africaine. Et pour ce qui est de la science, de l'innovation, de la technologie, tous ces cadres-là, eh bien, ils doivent se faire en fonction de l'innovation. Il faut le faire au niveau régional, au niveau périphérique. Et il nous faut vraiment une gouvernance mondiale. Et par rapport au G20, nous appelons nos partenaires des institutions internationales à appuyer des architectures de gouvernance distribuées pour être inclusifs, équitables et s'assurer que les bienfaits de l'IA peuvent avoir des impacts sur la société, des impacts porteurs de sens. Je vous remercie. Melinda, moving to you now, actually, À présent,
Gélac a quasiment volé ma transition. Je suis sûre qu'un certain nombre de personnes dans le public, pendant que vous parliez par rapport à ce qu'elle appelait une fausse dichotomie entre l'innovation et la protection des droits humains. Et au bout du compte, l'objectif de la gouvernance, si elle ne se fait pas en alignement avec le droit international, eh bien, l'objet, c'est bien sûr de protéger les droits humains pour tous. Comment est-ce que vous répondez à ces arguments? Vous avez dit que c'était un antagonisme et toutes les entreprises comme la vôtre investissent aussi dans des départements des droits humains, des rapports, quand il y a des élections, quel est l'impact des technologies sur les élections. Et pourtant, il y a un grand scepticisme par rapport au secteur privé et pas seulement envers votre entreprise. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin par rapport à ce que disait Jalak sur ce qu'elle disait sur la fausse dichotomie? Je pense que je suis d'accord sur le fond. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut regarder tous les éléments ensemble. Et le débat sur l'IA, et quand je parle de l'IA, je parle d'IA générative ou génératrice de contenu, n'est-ce pas? Au niveau international, des institutions, des cadres et de l'engagement, il s'agit vraiment de l'IA générative dont on parle. Quand on parle des risques liés à la sécurité. Et je crois que c'est important, bien sûr. Nous avons notre cadre IA frontière pour observer les risques catastrophiques. Donc pour ce qui est des effets néfastes potentiels, d'abord, je crois qu'il faut être très spécifique par rapport à ces effets néfastes qu'on essaye de prévenir. Il s'agit d'effets néfastes qui existaient déjà et qu'on essaye contre lesquels on essaye de lutter. Donc on parle des enfants, de tout un tas de choses qui sont des problèmes existants. On avait déjà des politiques, des cadres, des solutions à ce sujet. Ce que j'essaye de faire passer ici comme message, c'est qu'il faut laisser la technologie agir. Je ne dis pas qu'il faut avoir du laisser-faire non plus, mais il faut faire la part des choses. Sinon, on met trop de poids sur une direction et je ne pense pas qu'il y ait de consensus mondial sur l'idée que l'IA générative avancée est dangereuse et risquée. Je pense que c'est une question sur laquelle les gens ont des opinions diverses. Et il y a aussi des opinions variées sur les bienfaits de l'IA. Et je crois qu'il faut vraiment prendre tous ces éléments en compte. Je dirais aussi qu'il y a déjà des législations, des cadres en place. Et même avant ChatGPT, on a des lois qui gouvernent ces effets néfastes, ces préjudices auxquels se réfèrent les gens sur la désinformation, sur la sécurité. On a déjà des cadres législatifs. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est si ces cadres juridiques sont aptes à répondre à la situation au lieu de se concentrer trop sur la technologie. Et Jalak, effectivement, a mentionné certains de ces points, surtout l'idée selon laquelle on peut déjà utiliser les lois existantes, les cadres, dans le contexte de l'émergence de ces technologies. Jalak, est-ce qu'on a déjà toutes les lois et les règles en place? Et sinon, qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'on a beaucoup discuté, effectivement, du fait qu'il existe ou non des réglementations qui peuvent s'appliquer à l'IA ou s'il y a un besoin de davantage de réglementation. Et je crois qu'il y a effectivement des législations existantes qui peuvent s'appliquer à l'IA. Par exemple, la protection juridique, la loi antitrust, des gouvernements, des lois sur les gouvernements, sur la protection des consommateurs, sur la fraude, etc. Et sur ce point, je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut se demander
si ces lois sont adaptées au contexte, est-ce qu'il faut les modifier peut-être pour prendre en compte un nouveau contexte, celui de l'IA, par exemple? La loi sur la compétition et sur l'antitrust sur Internet, eh bien, quand on a eu Internet et les nouvelles plateformes, on pouvait dire, eh bien, on a déjà des lois antitrust sur la concurrence déloyale. Et donc, cependant, ces lois ne sont pas adaptées à ces nouvelles réalités avec l'avantage des données, avec les effets les services à prix zéro, les différents côtés du marché qui sont arrivés avec ces plateformes sur Internet. Donc on a aussi des débats sur la loi sur les protections de la propriété intellectuelle. Il y a des entreprises qui entraînent leur LLM sur des connaissances qui sont en effet disponibles sur Internet et qui reposent sur les exceptions, en fait, sur l'utilisation équitable. Et ça a donné vraiment un avantage à ces entreprises d'utiliser cette exception sur l'utilisation équitable. Ils ont pu vraiment se servir de ces connaissances. Et c'est une situation intéressante, parce que vous avez des grandes entreprises aujourd'hui qui s'appuient sur cet usage équitable. Et on a déjà des tribunaux dans certains pays qui s'occupent de cette question. Et je suis sûre que les législateurs y viennent aussi. En tant que société, je crois qu'il y a des nouvelles choses auxquelles il faut réfléchir par rapport à ce que font ces entreprises. Il y a peut-être des transformations dans ce qu'ils font. Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que nous, on est lésés? Et donc, pour en revenir à la fausse dichotomie, j'aimerais vraiment y revenir. Alors oui, il y a un grand nombre d'effets néfastes qui se sont déjà produits du fait de ces plateformes Internet. Il y a des recherches de la société civile qui l'a montré. Et quand on parle d'IA, c'est vrai ici qu'on parle principalement de CLLM, ces grands modèles linguistiques. Et il y a des effets néfastes, des préjudices qui se produisent déjà. Par exemple, il y a 15 ans, je ne pense pas qu'on pensait aux effets néfastes des réseaux sociaux sur les enfants. On ne voyait pas les choses comme ça. On pensait que c'était juste des contenus, mais on n'a pas réfléchi à l'impact sur la santé mentale, sur le harcèlement, et ce sont des conséquences qui n'avaient pas été envisagées, qui ne sont pas intentionnelles. Et ce n'est pas seulement une question de catastrophe, mais il faut réfléchir aux impacts que cela a sur nos sociétés. Et à moins qu'on ne comprenne ces systèmes, qu'on comprenne comment ils fonctionnent, eh bien, dès le départ, eh bien, on verra les conséquences dans 5 ou 10 ans seulement. Et on ne peut pas juste se dire oui, alors c'est formidable, on a des entreprises qui investissent dans les droits humains, ils ont des équipes et puis des équipes sécurité. Parce qu'on avait confiance en eux il y a 10 ans à cet espace. Mais aujourd'hui, cet espace, il s'est agrandi. Il y a des professionnels qui sont rentrés dans cet espace avec des compétences spécifiques. Et les entreprises n'ont jamais été des adeptes de l'autorégulation. Et ça, c'est sur l'ensemble des industries. On le voit historiquement partout. Et depuis des centaines d'années, en tout cas au cours des 150 dernières années, lorsqu'on parle de réglementation industrielle. Et je crois qu'on doit aller au-delà de
ce sentiment où on pense que les industries devraient s'autoréguler parce qu'ils ne divulguent pas ce qu'ils font, ni les effets néfastes qui peuvent se produire. Il nous faut vraiment une approche ascendante. Il faut que la société civile s'engage, les institutions multilatérales entrent dans le débat. Il nous faut aussi des lignes d'orientation sur les principes de l'IA. On en parle, on y réfléchit depuis 5, 7, 8 ans. Donc voilà, je pense que c'est là qu'on doit passer à la phase suivante dans la gouvernance de l'IA. Merci. À présent, pour Jovan, je vais poser donc ma question, mais avant cela, si vous souhaitez vous poser des questions, vous pouvez vous préparer. Alors, Jovan, vous avez parlé de ce réalisme magique et de la question de rendre la connaissance à la discussion, qu'il y ait un retour de ces connaissances. Alors, vous aviez parlé du sommet de Tunis. L'UNESCO avait publié un rapport sur ce qu'on appelait la société de la connaissance. Et c'est très intéressant de voir que toutes les semaines, les chiffres, les statistiques montraient que c'est le rapport qui a été le plus téléchargé de l'UNESCO. Et ça montre qu'on discute de cela et que les gens sont toujours très intéressés par cette composante connaissance. Et en préambule, j'aimerais vous demander de creuser un peu les choses. Comment est-ce qu'on remet la connaissance dans ces discussions? Et bien sûr, il y a d'autres questions comme les données, etc., qu'on ne peut pas non plus négliger. Mais la présidence sud-africaine a 3 priorités. Il y avait la solidarité, l'égalité et la durabilité. Et si vous lisez le rapport d'il y a 20 ans de l'UNESCO par rapport aux défis liés à la société de la connaissance, vous verrez ces termes-là se manifester de différentes façons. Il y avait Emmanuel Castel et d'autres qui en parlaient. Alors, qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on peut revenir à cette partie si importante de la conversation qui est la connaissance dans le cadre de la gouvernance de l'IA? Bien sûr. C'est vrai que vous ayez reparlé de ce rapport. Il y en a eu aussi un de la Banque mondiale sur les dividendes numériques. Et je vois que vous aimez la controverse. Et même l'UNESCO était encore au stade de la connaissance. Et ça a un petit peu changé au cours des années suivantes. Les données faisaient encore partie du cadre, mais aujourd'hui, c'est plus présent. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ces gens téléchargent ce rapport? Eh bien, parce qu'ils comprennent la connaissance. Ils y réagissent de façon intuitive. Les données, c'est abstrait, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Et grâce à une approche ascendante, en ayant de la connaissance par ces panels, par ces discussions, tout cela, ce sont des connaissances qui sont générées. Et ce que disait Marcus et d'autres, on parlait du réalisme magique tout à l'heure, comme j'en parlais. Et la question, c'est de savoir si c'est désirable d'un point de vue financier et éthique. Et si vous voulez, cette trinité dont parlait l'Afrique du Sud. Donc, on parlait de ces fausses dichotomies. Vous pouvez faire une liste de toutes ces dichotomies, hein, multilatéralisme versus multipartite, sécurité versus vie privée, liberté versus intérêt public. Et dans l'idéal, on devrait avoir les deux, multilatéralisme et multipartisme, etc. Et il y a eu des compensations qui se sont faites en se disant ça c'est critique et en échange on va abandonner ceci ou cela. Et on le voit dans de très nombreux domaines. Les gouvernements ont des rôles et des responsabilités, et le multilatéralisme aussi. Donc pour en venir à votre question, je ne vais pas en revenir il y a 150 ans ou à Napoléon, mais à Hammurabi. Donc dans Hammurabi, il y a 3400 ans,
on vous dit que si vous construisez une maison et qu'elle s'écroule, eh bien, le maçon doit être puni. Bon, à l'époque, c'était une sanction assez rude. C'était l'époque, n'est-ce pas? Mais je conclurai là-dessus. Nous avons nos propres IA. Et on confond un petit peu les choses. Vous revenez à Paris et votre chef vous dit « Mais vous avez vraiment dit ça? Parce que regardez, c'est dans ce que l'IA a noté sur le texte, là. » Et qui est responsable? Eh bien, c'est moi qui suis responsable parce que c'est ce que j'ai dit. Personne ne m'a forcé à établir des systèmes de l'IA. Bon, on perd vraiment le bon sens qui existait depuis Hammurabi. Quelqu'un qui développe ces systèmes de l'IA et qui les rend accessibles, eh bien, ils doivent être responsables de leurs produits. Alors, bien sûr, il y a des nuances, mais c'est un principe de base. Quand les gens téléchargent un rapport sur la connaissance, eh bien, ils réagissent avec bon sens. C'est du bon sens. Et je crois qu'on devrait vraiment en revenir à ce principe du bon sens et avoir une position où on explique à un enfant de 5 ans ce qu'est la gouvernance. Mais je vous assure, c'est possible. Et ça, c'est vraiment le défi qu'on a dans cette pièce, que la gouvernance de l'IA soit une question de bon sens, qu'elle soit une approche ascendante et qu'elle soit explicable à toute personne qui utilise l'IA. Merci beaucoup. Je ne vois pas de fil derrière les micros, mais je vois que quelqu'un s'est manifesté cependant. Bienvenue. Je suis ravie d'accueillir votre question. Est-ce que vous pourriez préciser votre nom, de quelle institution vous venez et à qui vous souhaitez poser la question? Merci. Je m'appelle Diane Hewitt-Mill. Je suis la fondatrice du Bureau de la protection mondiale des données qui s'appelle Hewitt-Mills. Et on a le RGPD, on a un certain nombre d'organisations dont le mandat est de nominer des agents des protections des données. Il y a un certain nombre donc d'agences qui doivent vérifier de façon indépendante et objective la conformité des organisations pour ce qui est de la protection des données, la cybersécurité et de plus en plus pour l'IA. Je viens du Royaume-Uni, je suis avocate, je travaille dans le domaine de la gouvernance, de la protection de l'État depuis des années et aussi sur la gouvernance de la protection des données. Et je suis très fière de travailler dans ces domaines. Je suis donc la fondatrice de ce bureau depuis, j'y travaille depuis 7 ans, j'en suis très fière. Et il y a 5 ans, je me suis lancée dans le standard, la norme B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle permet cette norme de montrer que les entreprises ont donc pour la RSE des normes très élevées. C'est une certification. Et pour ce qui est des recommandations, on voit des compensations carbone, des efforts de certaines organisations pour montrer leur RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et est-ce qu'ils peuvent aussi démontrer leurs résultats sociaux? Si par exemple vous êtes dans la tech ou une entreprise et que vous utilisez l'IA, est-ce qu'on pourrait envisager que ces entreprises documentent les risques existants, les risques prévisibles? Et comment est-ce que vous pourriez compenser ces risques de façon objective et d'avoir une surveillance indépendante de ce genre d'activité? Je pose la question au panel parce qu'on se dit que des idées un peu créatives sur la gouvernance de l'IA pourraient la rendre plus tangible, plus facile à expliquer. Et si, par exemple, ça avait été une exigence il y a 15 ans pour les réseaux sociaux qu'elles doivent montrer leur compensation sociale, on serait peut-être dans un monde différent aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce n'était donc pas une question à une personne spécifique, mais à l'ensemble du panel. Est-ce que vous souhaitiez répondre, Melinda, peut-être? Oui, je peux tout à fait répondre.
Ce dont vous parlez, c'est une évaluation des risques dans le cadre d'un processus qui irait dans le sens de la transparence avec des audits. Et vous avez raison, c'est à la base du RGPD, de la structure de la redevabilité. Il y a beaucoup de lois sur la protection des données qui sont basées là-dessus. Et on le voit de plus en plus pour la régulation des contenus. Donc des évaluations des risques pour tempérer les risques, atténuation qui peuvent être mises en place par différentes parties. Et dans les tentatives de réglementer l'IA, là je parle plutôt de ce qui se passe aux États-Unis parce que je connais, mais on voit d'autres structures similaires qui identifient, qui documentent les risques, qui montrent comment on peut atténuer ces risques et que ce soit accessible à des parties externes. Et c'est effectivement un mécanisme résilient qui fait sens, qui est logique, mais la question c'est de savoir comment on évalue les risques. Et c'est effectivement particulièrement délicat, surtout sur le côté sécurité de l'IA. Il y a des débats très sains sur les risques, qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Il y a de nombreux professionnels qui travaillent déjà de cette façon. Les entreprises ont parfois des mécanismes internes de ce type de structure et je serais surprise qu'on n'arrive pas à quelque chose que vous décrivez en fait. Oui, et dans ce cas, même s'il n'y a pas de consensus sur les risques, la transparence sur laquelle vous êtes d'accord aussi, elle fait partie de la solution. Les entreprises n'ont pas besoin d'être forcées de convenir des risques, mais elles doivent être transparentes et dire à leurs parties prenantes quels sont les problèmes potentiels et comment elles vont tempérer ces problèmes. C'est un des risques qui doit être documenté. Donc, après, si vous devez vous-même faire vos propres évaluations des risques, c'est un peu différent. Oui, si on a un fournisseur d'un modèle open source, c'est aussi une question un peu épineuse pour ce qui est de la réglementation. Comment est-ce que vous gouvernez ces modèles ouverts? Ça va poser d'autres questions. Nous faisons des tests, des évaluations de risque, de l'atténuation aussi pour nos modèles. Et lorsque on lance un produit, les gens peuvent l'utiliser et adapter. Nous ne savons pas comment les gens vont utiliser notre produit au bout du compte. Ça, c'est impossible à prévoir. Donc, je crois qu'il y a vraiment des nuances à prendre en compte. Pour la responsabilité, c'est vrai que, comme vous dites, certaines choses sont... c'est une question de bon sens. C'est l'utilisateur. Comment est-ce que vous utilisez aussi le modèle? C'est une responsabilité. Minli, vous souhaitiez répondre? Pour moi, ce qui est important en tant que décideur politique, eh bien, on veut qu'il y ait un terrain équitable pour tous. Bien sûr, il y a un besoin d'autoréglementation de la part des organisations, mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse voir clairement ces risques et qu'on puisse les éliminer collectivement, tant du côté du secteur privé que du secteur public. Nous, les gouvernements, nous ne voulons pas être vus comme ceux qui font systématiquement de la réglementation dure, mais nous voulons nous assurer que tout le monde soit protégé. Et du point de vue du secteur privé, vous devez aussi pouvoir innover. Ça, c'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expansion aussi, vous essayez d'utiliser ces modèles d'une façon qui peut être tout à fait toxique pour les humains. Et il faut que ces modèles soient explicables. Et quand le modèle prend une décision, il faut qu'il puisse avoir pris en compte
l'ensemble des jeux de données dans son modèle. Il y a des différences démographiques ou autres qui peuvent avoir une influence. Et aussi les différents groupes dans la société. Merci beaucoup. Dans la communauté de l'open source, on a vraiment ce facteur de pouvoir expliquer les modèles qui est important. On va passer à la suite avec des questions et un autre microphone. Merci. Konlu Olundare du Nigeria. Je suis président de la Société de l'Internet, donc partie nigériane. Et pour nous, c'est vraiment une discussion intéressante. Alors, quelles sont mes préoccupations? Bien, effectivement, il faut discuter de la gouvernance de l'IA, ça oui, mais il y a des questions qu'il va falloir aborder d'autres façons. Comment les données sont-elles collectées? J'ai entendu ce que disait Giovanni, il insistait sur la question des connaissances, et moi je suis d'accord, parce que c'est ça, au final, c'est la connaissance, le produit final. Mais comment on collecte les données, c'est important. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Bien parce que on parle d'une IA dont on veut qu'elle soit inclusive, on veut qu'elle ait de la valeur pour toutes les communautés, et vous serez sans doute d'accord avec moi. La collecte des données, elle est faite par des experts, et pour chaque personne individuellement, eh bien, tout le monde a ses biais. Donc, finalement, le biais de la personne collectant les données va affecter les données collectées. Donc, l'inclusivité, comment va-t-on l'intégrer étant donné toutes les parties prenantes impliquées? Ça, c'est une chose. Et puis, pour moi, l'IA dont on parle, eh bien, ça va être des biens publics numériques, au final, parce que ça va être disponible pour tous. Tout le monde doit pouvoir l'utiliser à n'importe quelle fin. Mais avant d'y parvenir, comment nous assurer que tout le monde sera au même niveau? On doit avoir un cadre qui est universel. Moi, j'ai entendu Melinda aussi, hein, vous parliez du cadre. Et là, je vois différents types de cadres de la part de différentes parties prenantes, mais aussi un décadrage. Alors maintenant, comment aller dans ce sens? L'idée, c'est d'avoir une IA qui est universelle. Comment s'en assurer? Voilà, moi j'aimerais bien que les panélistes puissent y réagir. Jovan et Melinda, normalement, auront des réactions à cela. Jovan, d'abord, peut-être? Oui. 2 commentaires et merci pour une excellente question. Il y a 2 questions controversées, mais la première l'est plus. On a beaucoup discuté de ces biais. Et là, je ne parle pas de biais illégaux, à savoir des insultes à la dignité, etc. Non, non, ça normalement, ça doit être dans le cadre de la loi. Hein. Mais n'oublions pas que nous, c'est des machines biaisées. Moi, oui, aussi. Ma culture, mon âge, mes hormones, que sais-je, ça définit ce que je dis maintenant sur la question que vous posez. Donc cette obsession qui est un peu en train de se calmer, mais qui était vraiment très importante il y a quelques années, eh bien, c'est en train de se calmer, mais il faut en traiter. Alors, ces biais, je crois qu'il faut un peu de sens commun, là. Et puis, deuxième chose que vous mentionniez, la connaissance. La connaissance, comme un biais, doit être attribuée. Financier, juridique, que sais-je. La question que vous avez pensée, c'est votre connaissance basée sur votre compréhension. Mais le problème à l'heure actuelle, dans le débat, c'est que nos connaissances vont dans un pot commun, dans le triangle des Bermudes de l'IA, je dirais, c'est comme ça que je l'appelle. Tout disparaît. Et moi, je teste les grands systèmes où on met des connaissances contextuelles. Elles sont prises
Ça ne nous est pas vendu, mais c'est repaqueté et ça nous sera peut-être revendu. Votre connaissance, la connaissance des communautés locales, Ubuntu, connaissance orale, connaissance écrite, ça appartient à quelqu'un, ça doit être attribué. Partagé dans le cadre universel, mais attribué. Et ça, c'est vraiment très important lorsqu'il s'agit de connaissances. Et comme disait Guilherme, sur ce qu'on doit faire avec ces connaissances, c'est important aussi. Les instruments, les outils sont là. Le risque, c'est qu'on confonde un peu tout. Cette magie réaliste, ce réalisme magique, on risque de manquer un peu le point important. C'est un peu comme un bébé qui pleure. Plutôt que de répondre à ses besoins, eh bien, on lui donne un petit jouet pour le distraire. Bien, il y a des questions qu'on peut résoudre avec des outils qui existent. La question du biais, la question de la connaissance, voilà. Mélinda, je vois le visage de Jalak et je vois que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Jovan et peut-être spécifiquement sur les biais, les données. Est-ce que vous y réfléchissez? Vous auriez quelque chose à nous livrer? Bon, je ne suis pas en désaccord, hein. Il y a une réalité, comme quoi, effectivement, il y a des biais en chacun d'entre nous. Les juges qui prennent des décisions aussi sont biaisés, dans une certaine mesure. L'IA est entraînée sur des données de notre monde, et donc les biais y seront. Parce que l'IA s'entraîne sur des modèles biaisés. La différence avec la prise de décision humaine, c'est que nous avons des processus, des systèmes, et puis il y a une divulgation des raisonnements qui sous-tendent la décision. Et ça peut être vérifié s'il y a une objection. Avec les systèmes de l'IA, c'est le défi, cette explicabilité. Ça a été difficile parfois à mettre en place. Et c'est une question dont on essaie toujours de traiter, hein. La divulgation d'une utilisation des systèmes IA, ça c'est bien. Si quelqu'un sait qu'une IA a été utilisée, qu'on y est sujet, ça c'est l'autre partie, si vous voulez. Mélinda, 2 réflexions. Bien sûr qu'il est important que l'IA fonctionne pour tous. Et une partie de cela, c'est de s'assurer qu'on a les données, qu'on puisse entraîner un modèle sur des données ou qu'on l'ajuste sur des données aussi représentatives que possible. Ça, oui, c'est un concept clé. Ensuite, on doit avoir beaucoup de formation quant aux extrants de l'IA. Lorsque les gens sont en interaction avec l'IA, il faut que les gens comprennent que ce qu'ils vont obtenir en réponse n'est pas forcément la vérité. Non, c'est une prédiction. Et on en est au stade précoce de cela dans la société. Donc, ce que c'est, ce que ça doit être, est-ce qu'on doit faire confiance aux résultats ou pas, c'est très évolutif. Lorsque l'IA est utilisée pour prendre des décisions sur les gens, leur éligibilité pour des services, pour des emplois, eh bien là, il faut peut-être un niveau supplémentaire, effectivement, d'exigence qu'il faut ajouter. Donc, avoir un être humain, une transparence autour des décisions prises. Oui, tout à fait. En tant que société, on a de plus en plus d'expérience. On va apprendre les outils, ce sur quoi on peut les utiliser et là où on ne peut pas les utiliser. Ça va se décanter, je crois. Alors oui, l'IGF va être aussi inclusive que possible. C'est pour ça qu'on a la participation en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et notre modérateur en ligne, Pedro, est au micro. Peut-être que vous pourriez nous donner 2 questions de notre forum en ligne. Merci. Race Thompson à Jalak et puis Mélinda.
quels sont les points de vue des panélistes sur le consensus atteint dans la Convention sur le droit. On a un premier traité international. Malheureusement, l'orateur lit à une vitesse assez rapide qui empêche l'interprétation. Il y a 42 signataires du traité à l'heure actuelle. Alors peut-être les deux points clés. C'était la législation de l'Union européenne, la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur les droits humains et donc voilà, des commentaires là-dessus. Merci. Bon, Jalak, peut-être. C'est une question sur le cadre ou... Bon, il y a eu beaucoup de conversations là-dessus. Quelle est la bonne approche? Melinda le disait. Il faut réfléchir au système. Quels systèmes doivent être plus surveillés? Est-ce qu'il y a un impact direct sur les gens? Et puis il y a d'autres systèmes qui n'en ont pas des impacts directs. Il y a eu toute une conversation, on en a parlé précédemment, sur l'innovation, la réglementation, quel est le bon niveau de réglementation sur ce point, qu'est-ce qui est trop lourd, trop léger, qu'est-ce qui est insuffisant. Et moi, je n'ai pas la réponse. Je crois que selon les contextes, on aura des réponses différentes. S'il y a une grande capacité de réglementation dans un pays, eh bien, ils pourront peut-être faire plus. Pour d'autres pays où ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on cadre la réglementation, les lois, de façon à ce que ça fonctionne pour ces contextes-là. Mais pour moi, ce qui est important, si on regarde le sommet de l'impact de l'IA de l'Inde, eh bien, l'Inde essaie d'être un leader dans cette majorité globale. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir les chercheurs, la société civile, l'industrie, le gouvernement. Ils doivent se parler, ces différentes parties prenantes. Et est-ce que on emprunte à des idées qui se sont développées dans d'autres contextes? Peut-être qu'il y en a qu'on peut utiliser. Mais d'un point de vue contextuel, juridique, qu'est-ce qui est pertinent? Si on regarde l'Inde et l'Afrique du Sud, eh bien, il y a peut-être beaucoup d'IA qui seront développés, par exemple, des outils diagnostiques de santé qui seront utilisés chez nous, dans des contextes démographiques différents. Les traitements disponibles dans notre secteur primaire, secondaire, tertiaire de la santé, les traitements disponibles ne sont pas forcément les mêmes. Donc comment réfléchir à cela? Et ça ne fait peut-être pas l'objet de discussion dans d'autres parties du monde. Donc en Inde et en Afrique du Sud, on a peut-être différents défis. Et je crois qu'il est important que ces conversations se fassent. Voilà. Oui, d'un point de vue Afrique du Sud, et comme le collègue vient de le dire, eh bien, on a le domaine des droits humains. Ça fait partie de la Constitution. Donc, quelles que soient les évolutions technologiques, on doit s'assurer que ça n'aura pas d'impact négatif sur les droits humains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Lorsqu'il y a des nouveautés, eh bien, on doit s'assurer qu'elles ne sont pas en violation des droits humains. Et puis, on doit s'assurer, il y a d'autres lois aussi, les informations et les données personnelles, on ne peut pas juste les utiliser. Ça, c'est dans la législation. Alors maintenant, si ça doit être utilisé pour le bien public, il faut trouver l'équilibre. Donc il y a une loi qui veut qu'on puisse utiliser les données pour
la promotion du bien commun et l'autre dit qu'il faut protéger cette information. C'est un exercice d'équilibre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser à l'innovation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on n'est pas en violation des droits humains? I see there's further questions from the floor. Jovan, you will be reacting briefly because... Une brève réaction peut-être? Oui. Sur la Convention du Conseil de l'Europe et la législation européenne, bien c'est intéressant. L'Union européenne a été trop vite et peut-être trop loin. On l'entend de Bruxelles. On est en train de revoir certaines dispositions, surtout la définition de modèles à haut risque. Et puis le Conseil de l'Europe, c'est une organisation intéressante. Ils ont une convention sur l'IA. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bien parce que sous un même toit, on a la Convention, d'accord, et puis on a la couverture des droits de l'homme, et puis une Cour des droits de l'homme, la cybercriminalité, puisque le Conseil de l'Europe abrite la Convention de Budapest. Donc c'est une des organisations où il y a des silos existants qui sont interconnectés. Voilà, simplement une petite réflexion sur la législation de l'Union européenne et la Convention du Conseil de l'Europe. On va prendre encore 2 questions de la salle. Je vois 2 personnes derrière le micro, je vous en prie. Merci. Pilar Rodriguez, coordinatrice jeunesse pour le Forum de la gouvernance de l'Internet en Espagne. Et moi, je voulais réagir à ce que disait Jalak. Comment est-ce qu'on peut avoir une gouvernance de l'IA et une souveraineté de l'IA si ça ne donne pas lieu à une fragmentation? Alors, pas forcément d'un point de vue réglementaire, parce qu'à l'Union européenne, on a une législation, et puis on a la réglementation en Californie, il y en a une en Chine. Est-ce que ça ne va pas donner lieu à plus de fragmentation encore? Et puis d'un point de vue jeunesse, est-ce qu'on pourrait s'assurer d'avoir une norme minimale au niveau mondial pour que les prochaines générations soient protégées? Merci beaucoup. La question de la personne qui est derrière vous peut-être. Arna, du Mexique. On va dire que c'est peut-être plus un commentaire, mais en fait c'est quand même une question. J'ai entendu qu'il y avait une sous-estimation des risques de l'IA. Et on a l'impression que c'est peut-être hypothétique et pas que ça se matérialise dans des exemples déjà maintenant. Et Jovan parlait de la connaissance, de la formation. Et il parle de biais illégaux, entre guillemets. Alors moi, je pense qu'il y a des exemples sur la misogynie, le racisme et des cours là-dessus. Et l'accès aux services de base avec ces biais. La police utilise ça pour des prédictions, pour voir qui est un suspect. Donc il faut vraiment informer les gens sur les risques réels. Mais la question à Melinda, elle a dit que les entreprises comme Meta font des évaluations de risque. Moi, je me demande un petit peu comment Meta prévoit-elle d'auto-réguler? Il n'y a pas eu d'évaluation en termes d'environnement ou en termes de droits de l'homme. Il y a des centres de données, des hypercentres aux Pays-Bas notamment. Et il y a eu des pressions publiques pour que ce ne soit pas construit là. Alors, dans ces cas-là, on déplace le centre dans le sud global ou en Espagne. Donc, la pollution, la crise de l'eau, ça arrive dans d'autres communautés. Et là, il n'y a pas eu de consultation. Mais vous dites que oui. Alors, moi, j'aimerais bien une réponse. Merci. 2 questions pertinentes. D'abord, la fragmentation, donc, et puis la justice mondiale de l'IA. Melinda, peut-être d'abord? Oui. Alors, la partie centre de données, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. C'était votre question.
et les besoins en énergie pour l'IA et pour ces centres de données. Là, je ne peux pas m'exprimer sur ce point-là. Je dirais simplement que oui, nous savons tous que l'avenir de l'IA sera énergivore, ça c'est vrai, et effectivement, il y a beaucoup de questions. Où sont les besoins en énergie et où sont les solutions en termes de ces besoins en énergie? Malheureusement, les décisions particulières qui sont prises, ça je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Pour ce qui est de la fragmentation, ça faisait partie de la première question. La fragmentation, puisqu'il y a des initiatives, des parties prenantes très diverses. Là, encore une fois, comment pouvez-vous, venant de différents secteurs, de différentes régions, mieux coopérer? Est-ce que vous auriez une idée de comment on pourrait le faire mieux? La question était, oui, comment les différents secteurs, les différentes régions pourraient-elles mieux collaborer sur la gouvernance de l'IA? Et comment contrer cette fragmentation? Parce que comme il y a une gouvernance multiple, il faut définir la fragmentation. L'Inde, l'Afrique du Sud, le contexte de la Norvège, Suisse allemand. La communication, les échanges devraient se faire peut-être de façon plus standardisée. On devrait avoir effectivement une standardisation et éviter la solution qu'on a dans les réseaux sociaux. Alors, le Digital Services Act essaie de contrer cela, mais si ma connaissance est qualifiée par une entreprise et que je vais aller vers une autre plateforme, une autre entreprise, il n'y a pas d'outil pour le faire. Alors, mon conseil, ce serait d'être très spécifique et de se concentrer sur les normes et comment partager les connaissances. Oui. Lindy. Oui, en 2020-2021, on a commencé ce travail lorsqu'on a développé la législation IA pour le continent. Et puis, l'Union africaine a travaillé sur cette stratégie. Et puis, les États membres travaillent beaucoup là-dessus, sur ces stratégies. Donc, il n'y a pas énormément de fragmentation, je dirais. Mais si on part de la base, on s'aperçoit que dans chaque pays, il y a des priorités sur lesquelles on veut se concentrer. Alors, si on veut regarder les politiques publiées, les stratégies, etc., l'IA traite des principes clés, l'éthique, le biais, les risques. Mais d'un point de vue sud-africain et de développement des politiques qu'on finalise maintenant, on est en train de finaliser ces aspects aussi. On ne va pas avoir quelque chose qui sera identique, mais il y a différentes priorités, je crois, c'est ça. Do you want to add anything? Yeah. I think there is a concern that Je pense que on risque de niveler par le bas dans cette course à l'innovation dans l'IA par rapport à l'IA responsable, l'IA éthique. Alors, on a un certain nombre de documents, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les CPR qui peuvent aussi être utilisés pour différentes élaborations de normes. Et comme cet examen mondial SMSI plus 20 est en train de se faire, je pense que l'IGF devrait être renforcé, pas seulement en termes de quoi mettre à l'ordre du jour, mais également des lignes d'action par rapport au forum du SMSI
parce qu'il y a vraiment d'autres mécanismes avec des éléments plus holistiques, multipartites, qui peuvent être utilisés pour ces processus. On pourrait notamment entendre les préoccupations sur l'environnement, sur les extractions. Ça peut être aussi des questions sur le travail qui est autour de l'IA, de la main-d'œuvre, et les questions de termes, de définition par rapport à ce qu'est l'IA. Et je crois que tout cela doit être évoqué, creusé, que cela revienne dans les priorités de l'ordre du jour, parce que le niveau international et multilatéral sont importants. Ça nous permettra de nous réunir, de travailler ensemble pour trouver des façons communes, des références, pour ne pas justement perdre cette course à mesure qu'on avance, et vraiment d'articuler nos valeurs communes dans des documents comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez une question très directe, je crois, à poser. Oui, on a une question de Michael Howson. L'IA joue un rôle dans le secteur militaire. Est-ce que vous pourriez parler du secteur militaire et financier pour l'IA, où elle est très utilisée? Quels sont les espoirs et les échecs? C'est une question pour Melinda et Jovan. Donc vraiment, ça porte sur les secteurs financiers et militaires plus particulièrement. Les espoirs, les peurs, secteur militaire, secteur financier. 1 minute si vous souhaitez commenter. Et parmi cette minute aussi, quels sont les messages clés que vous retirez de cette session? Je n'ai pas de réponse sur les secteurs militaires et financiers par rapport à leurs peurs et leurs espoirs. Nous nous focalisons sur l'IA dans notre famille d'applications. Concernant les messages clés de la session, c'est très intéressant de faire cet exercice de bilan, comme on le fait aujourd'hui, par rapport à l'IGF précédent. Quelles sont les nouvelles questions qui émergent, les évolutions du secteur, parce que cet espace évolue très très vite. Et j'encourage tout le monde à continuer ces discussions. Je crois que multipartite, c'est le terme qui va être utilisé par tous les participants, mais c'est ce que fait l'IGF, c'est son rôle de réunir les différents participants. Et croyez bien que tout ce que nous entendons ici, nous le rapportons dans notre espace. Et continuons les discussions. Je crois que cette puissance de réunion, c'est vraiment la contribution essentielle de l'IGF, qu'on puisse réunir toutes ces voix en un seul lieu. Sur l'IA militaire, ça prend vraiment un rôle central avec les conflits actuels. L'utilisation des drones, par exemple, on en discute aux Nations Unies avec les véhicules autonomes. Et on parlait d'une interdiction des robots tueurs. Donc ça, c'est l'IA, en fait. Sur l'éducation, nous avons des programmes d'apprentissage qui expliquent à l'IA en développant l'IA. C'est-à-dire que c'est des programmes qui développent leurs propres agents AI et qui leur permettent donc de comprendre comment cela fonctionne. Je dirais qu'il faut démystifier l'IA tout en profitant de sa magie. Mes ultimes pensées? Je pense qu'il faut apprendre du passé, ce qui a réussi, le modèle multipartite en termes de coopération internationale aussi, mais il faut aussi apprendre de nos erreurs du passé faites par les gouvernements sur la technologie.
et pas seulement faire un bilan, mais en apprendre. Pour qu'on ait des écosystèmes numériques résistants qui aient un impact positif. De mon côté, je dirais que l'IA doit intégrer les droits humains. Nous devons nous assurer que la technologie habilite les individus, que l'innovation soit faite de façon responsable et qu'elle puisse être utilisée dans des modèles de gouvernance aussi qui soient adaptifs, avec des boîtes à outils réglementaires. Et je pense qu'aussi la question de la collaboration internationale, faire en sorte que les efforts nationaux, régionaux aillent dans la même direction pour s'assurer que les bienfaits de l'IA s'étendent à l'ensemble de nos sociétés. Merci. À présent, j'ai la rude tâche de devoir résumer le tout. C'est absolument impossible. Et je précise que c'est ma responsabilité et pas le chat sur le canal de l'IA. Ce qui est intéressant dans cette conversation, il y a de nombreuses années, j'ai participé à des débats similaires sur la gouvernance. Et la première chose dont on a parlé, ce sont les biais. Or, le biais, c'est un mot qui est apparu très tard dans nos discussions. Et je pense que c'est un bon signe. On parlait des processus tout de suite. On a parlé des dichotomies. Il y avait des désaccords. Il y avait l'innovation, le risque. Mais tous ces mots qu'on a utilisés, risque, innovation, bien public, gouvernance des données, connaissance, ramener la connaissance dans nos débats, eh bien, l'idée, c'est d'avoir un cadre structuré. Et on avait ces questions de théorie du complot, de biais, de désinformation. Et je pense que c'est un bon signe pour nous, même si nous ne sommes pas d'accord, comme vous l'avez noté, qu'on puisse à présent passer au niveau suivant de la conversation sur la gouvernance. Parce que quand on se concentre trop sur le contenu plutôt que sur les processus, eh bien, la conversation n'avance pas vraiment parce qu'on part sur des questions de polarisation. Ça reste des questions d'opinion. Bien sûr, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion sur ce qui est un danger et ce qui n'est pas un danger. Et également, transparence, bien public. Bon, tous ces mots-là, ils sont apparus dans notre conversation. Et comment est-ce qu'on transforme concrètement la gouvernance? Et c'est pas seulement une question de gouvernement, mais ça peut être aussi de l'autorégulation. Et il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas fait partie de la conversation et qui devraient faire partie du cadre de la gouvernance. Par exemple, la consommation d'énergie de ces machines. Ça aussi, ça devrait faire partie du cadre de gouvernance. Et on en a parlé aussi très très tard dans la conversation aujourd'hui, aussi pour des questions de temps. Et je crois que le panel a très bien réussi à montrer les points d'accord et de désaccord de ce sujet. Et pour conclure, ce n'est pas forcément du ressort des panélistes ou de ma comodératrice, mais je vous invite réellement à penser que être innovant, c'est surtout de ne laisser personne de côté dans cette conversation. Quand Helen Ruders montrait la Déclaration des droits de l'homme universelle sur cette photo. L'idée, c'était l'innovation. On s'est réunis, on a compilé ces 33 articles dans un document absolument novateur. On n'a pas fait mieux depuis. Et ce qu'il nous faut, c'est une innovation qui inclut tout le monde et pas seulement le 1% des plus privilégiés. Merci, merci à tous, à ma comodératrice. Merci, c'était un plaisir.